Bonjour et bienvenue dans la matinale RCF. Il est 8h10 et comme chaque matin, c'est l'heure du grand invité. Ce jeudi, alors qu'on attend la proclamation du prix Nobel de littérature, notre grand invité est un écrivain touche-à-tout, romans, essais, des livres qui se comptent par dizaines, une jubilation de lire, d'écrire et surtout de comprendre et de faire comprendre. Un auteur voyageur, curieux du monde et de ses habitants, un académicien amoureux des mots et de sa langue. Éric Orsena, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de nous arrêter sur votre dernier livre, c'est une cavalcade, c'est votre mot, autour de Beaumarchais, un aventurier de la liberté, c'est publié chez Stock. Avant de parler de Beaumarchais, quelques questions, si vous voulez bien, autour de l'actualité. En 2017, vous avez été nommé ambassadeur de la lecture. Vous deviez entre autres enquêter sur les bibliothèques en France. Alors on connaîtra à midi les lauréats du prix Nobel de littérature pour 2018 et 2019. On ne va pas refaire l'histoire. C'est important pour vous, un écrivain, dans le monde dans lequel nous vivons ? C'est important pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'on voit bien que le monde est complexe, que le monde s'accélère. Donc il faut des gens qui permettent de comprendre et il faut des gens qui permettent aussi de ralentir. Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est ancien ? Comment on articule tout ça ? Et donc, ce qui me frappe beaucoup, de manière générale, la culture, c'est l'inverse de la dépression. La dépression au milieu de la nuit où vous dites comment je vais aller au bout du jour qui va se lever dans quelques heures. Et la culture, au contraire, vous donne confiance, c'est-à-dire vous fait plus divers, plus grand, plus libre que vous n'êtes. Donc c'est ça qui est important. Et moi, quand j'ai été dans 55 villes pour mon travail sur la lecture publique, c'était ça. Et c'était ça, et notamment cette guerre contre cette phrase insupportable, ce n'est pas pour moi. La danse classique, ce n'est pas pour moi. La musique, ce n'est pas pour moi. L'opéra, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. La lecture, ce n'est pas pour moi. Tout est pour tout le monde. C'est ça la bataille avec mes petits bras musclés. Alors, il y a le prix Nobel, et puis vous avez reçu le prix Goncourt, c'était en 88 pour l'exposition coloniale. Il y a 31 ans. Voilà, vous êtes membre de l'Académie française depuis un peu plus de 20 ans. Exact. Ce sont des reconnaissances qui comptent, qui aident à avancer ? Écoutez, Jean d'Ormesson, que j'aimais beaucoup, avait une phrase formidable, et il dit « La meilleure façon d'être libre avec les honneurs, c'est de les avoir le plus vite possible. » Et donc, c'est ce qui vous est arrivé. Absolument. Et alors, à 41 ans, le Goncourt, c'était réglé. Ouais. Parce que tous les gens qui disent, les écrivains qui disent qu'ils s'en foutent du Goncourt, c'est faux. Donc, je me suis dit, je me souviens, mais à l'instant même où j'ai reçu le Goncourt, il dit, bon, bonne chose de faite. Ouais. Après l'Académie, je pensais peut-être y aller un jour, mais bien, et quand c'était réglé à 51 ans, voilà. Et après, liberté. Liberté absolue. Et donc, la liberté, vous savez, c'est un bon état d'esprit. Éric Orsena, vous êtes économiste et ces dernières années, vous nous avez offert une réflexion sur la mondialisation à travers des essais. Alors, il y a eu le coton, le papier, l'eau, le moustique. En début de semaine, les agriculteurs se sont mobilisés pour dénoncer, entre autres, cette mondialisation qui les fait souffrir. Ils ne veulent pas de ces accords commerciaux comme le CETA, qui vont ouvrir un peu plus notre marché agricole aux produits hors Union européenne. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui avec la mondialisation ? Alors, ce qui bloque avec la mondialisation, mais c'est une question un peu large, ce qui bloque, c'est que tout ça, c'est très homogène, on ne s'est pas rendu compte, et en fait, ça a remis en cause un certain nombre de situations acquises. C'est vrai que la mondialisation a permis dans un certain nombre de pays, à plusieurs centaines de millions d'êtres humains, de sortir de la misère extrême pour arriver à une sorte de classe moyenne. Mais des gens ont été touchés. Et je dois vous dire que, connaissant bien le monde agricole, ayant été longtemps professeur des matières premières, je trouve terrible ce qui se passe vis-à-vis des agriculteurs. Vous savez, il y a ce film, Le nom de la terre. Il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs. Je reproche à ce film, magnifique par ailleurs, de ne pas avoir mieux expliqué ce qui se passe. Et je trouve insupportable qu'on fasse payer le prix de toutes ces adaptations aux agriculteurs. Aucune autre profession ne s'est adaptée autant. Et on ne veut pas donner suffisamment d'argent aux produits qui nous nourrissent. C'est pas la faute à la mondialisation, c'est la faute aux consommateurs ? Mais non, c'est la faute aux consommateurs. C'est-à-dire, regardez, le budget, nos budgets réservés à la consommation, c'est-à-dire à l'alimentation, diminuent d'année en année. Donc on préfère s'abonner à Netflix, on préfère avoir d'autres choses que donner le juste prix aux produits.
Et donc on court les grandes surfaces pour être toujours moins cher. Et on accuse les agriculteurs de répondre à cette nécessité. Quand vous voyez le nombre d'agriculteurs qui sont même pas au SMIC, je trouve ce mépris, cette suspicion perpétuelle dans laquelle on tient les agriculteurs insupportable. Il y a un peu moins d'un an, commençait ce mouvement des Gilets jaunes. Des hommes, des femmes ont occupé des ronds-points pour crier leur souffrance et puis pour raconter aussi les difficultés quotidiennes qu'ils ont pour boucler leur fin de mois. Ces gens vous ont touché ? Mais attendez, mais d'abord, ça ne m'a pas surpris. Moi, il se trouve que je suis breton d'adoption, mais très très breton. Et donc, c'était quoi les bonnets rouges ? C'était les gilets jaunes avec d'autres couleurs. C'était ces gens qui sont à l'extrémité du territoire, ils ont une double peine. Ils sont au loin et on les taxe pour leur mobilité. C'est-à-dire pour essayer de s'en sortir, de vendre leurs produits, mais s'en sortir eux-mêmes. C'est cette sorte d'emprisonnement, d'assignation à résidence est absolument insupportable. Et vous savez, je circule énormément en France maintenant, après avoir sillonné le monde, mais de plus en plus en France, et je vois qu'il y a deux France qui s'écartent l'une de l'autre. Et vous avez 25 millions de Français qui sont sans espérance. Vous êtes aussi un homme politique. Non. Avez été... non, vous l'avez été. Non. Vous êtes non, engagé en non, homme. non, c'est pas ça. Vous avez été engagé auprès de François Mitterrand, de François fait, Hollande et même maintenant d'Emmanuel Macron. Un homme politique, c'est un homme qui est élu. Ouais. Moi, je suis vous n'êtes pas élu. je ne suis pas élu. Je suis élu de temps en temps, mais je ne suis pas élu. Et donc, c'est différent. Mais c'est vrai que moi, j'ai des fidélités, j'ai des enthousiasmes, et puis aussi, je garde toujours ma liberté. Et c'est ça ce que aussi, il y a une autre catégorie de Français qui est quand même très, très, très méprisée, c'est en général les hommes politiques. Bon, on aime les maires, heureusement, parce que qu'est-ce qui tient la baraque ? C'est les maires. Vous savez, ça fait 6 ans que je travaille avec l'Association des maires de France. Je suis membre du comité d'orientation de ce qu'on appelle Action Cœur de Ville, pour lutter contre la désertification. Il y a 222 villes là, qui sont dans le pipe là, pour avancer un peu. Et donc, l'urgence absolue de notre pays, c'est de retisser les deux France. Oui, alors comment justement, je reviens à la classe politique, comment les hommes politiques ont pu laisser grandir un tel sentiment d'abandon et de déclassement dans la société française ? Parce qu'on a cru à quelque chose qui est profondément faux, on a cru au ruissellement. C'est-à-dire on a cru que la croissance allait bénéficier à tout le monde, ce qui a été vrai jusqu'à un certain moment. C'est ce qu'a dit votre ami Emmanuel Macron. Et ce qui est de moins en moins vrai, tout à fait, mais on peut avoir des amis avec qui on n'est pas totalement d'accord. Et c'est ça ce qui fait le prix de l'amitié. Et donc, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est-à-dire le ruissellement, c'est la polarisation. C'est-à-dire, ça vaut pour les personnes, comme pour les professions, et comme pour les villes. C'est-à-dire, les villes où les personnes qui sont riches sont de plus en plus riches. Et ceux qui sont pauvres sont de plus en plus pauvres. Mais pire peut-être que la pauvreté, c'est l'absence d'espérance. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une certaine ville et quand vous êtes dans une certaine classe de la société, vous avez à peu près aucune chance de vous en sortir. Et ça, cette égalité des chances de potentiel, c'est-à-dire la restriction du champ du possible, est insupportable. Éric Orsena, demain, ce sera le tour du prix Nobel d'être attribué. Certains évoquent, le nom de la jeune Greta Thunberg. Comment est-ce que vous ressentez cette inquiétude écologique portée par une partie de notre jeunesse ? Ils ont raison, on les a plantés. C'est-à-dire qu'on a accumulé des dettes. Vous savez, il y a deux façons de mal préparer l'avenir. Il y a d'abord de ne pas investir dans, par exemple, la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis l'autre, c'est d'accumuler les dettes pour payer les fins de mois. Et on n'a pas du tout investi dans les technologies d'avenir et on a accumulé les dettes, les mauvaises dettes, c'est-à-dire pour payer les fins de mois parce qu'on n'était pas capable de se restreindre un peu. Moi, j'ai honte de ma génération. J'ai honte de ma génération. Donc quand je vois les plus jeunes qui vous disent que c'est scandaleux, mais évidemment, ils ont totalement raison. Beaumarchais, un aventurier de la liberté, c'est donc votre dernier livre chez Stock, un livre qui nous fait plonger dans le XVIIIe siècle. C'est vraiment le siècle de la liberté ? Alors c'est le siècle qui invente la liberté. C'est ça qui m'intéressait. J'avais travaillé sur le XVIIe siècle avec La Fontaine, avec le nôtre. J'avais travaillé dans le XIXe en faisant une biographie de Pasteur. Et là, c'est vraiment la liberté. La liberté dans tous les domaines.
Louis XIV meurt en 1715. Beaumarchais va naître en 1732, c'est-à-dire à un moment donné où, ça y est, le XVIIIe siècle est complètement lancé. C'est la liberté politique, c'est la liberté vis-à-vis de la religion, c'est la liberté du savoir, c'est la liberté économique de toutes les manières. Et ce qui est très intéressant dans ce XVIIIe, c'est que c'est à la fois l'éclosion générale de la liberté et la terreur de la Révolution. Et qu'est-ce que ce 18e a à dire à notre 21e ? D'abord qu'il y a beaucoup plus d'existence, de vie, au pluriel, dans la vie qu'on peut imaginer, c'est-à-dire ce personnage. Et que c'est pas du tout Emmanuel Macron qui est l'inventeur du en même temps. En même temps, c'est Beaumarchais. C'est Beaumarchais. Parce qu'on peut en même temps être un entrepreneur, en même temps être un musicien, en même temps être un écrivain, en même temps être un militant de la cause américaine, etc., etc., et en même temps un amoureux invraisemblable. C'est-à-dire que c'est lui qui, j'espère, relancer, ça c'est mon rôle d'académicien, et je le dis ici à RCF, relancer, faire l'amour c'est sympathique, mais le mot de guerluchonner est quand même un mot absolument magnifique. Donc j'ai pour mission de dire sur les antennes de RCF, de varier un tout petit peu l'emploi du mot. Faire l'amour, c'est très bien, mais guerluchonner, c'est un petit zeste quand même. C'est pas mieux, mais ça donne une certaine diversité qui peut égayer vos journées, vos soirées, et pas seulement le samedi matin. Le guerluchonnage, c'est ce qui fait le lien entre toutes les vies de Beaumarchais ou c'est un peu plus sérieux ? C'est beaucoup plus sérieux parce que c'est, en même temps, c'est à la fois le sérieux, le grave. C'est exactement comme on voit dans Mozart. C'est-à-dire que ça peut être, il y a une certaine gaieté, il y a une certaine nostalgie, et puis il y a une détermination. Vous savez, quand Beaumarchais se décide de soutenir la cause de la liberté des révoltés américains contre le colonisateur anglais, il ne va pas signer des pétitions, il devient armateur. Et il arme 40 bateaux qui vont jouer à cache-cache avec la marine la plus puissante du temps, qui est la marine anglaise, et l'appui va être décisif. Beaumarchais est bien plus important pour la Révolution américaine que Lafayette. C'est un révolutionnaire, Beaumarchais ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est très attaché à la société dans laquelle il vit. Il a tout fait pour avoir un mot. Il s'appelle Caron à la naissance. Donc Caron de Beaumarchais, puis Beaumarchais. Il achète un titre de noblesse. Il adore ça. Il adore ce monde-là. Mais il ne peut pas s'empêcher de dire des phrases qui vont faire condamner sa pièce, Le mariage de Figaro, dans l'Europe entière. Et il dit, alors les privilèges, les rangs, les fortunes, etc. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? C'est ce que dit le domestique à son maître, c'est-à-dire Figaro au comte. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Pour cette phrase terrible qui remet en cause l'ensemble du fondement de l'Ancien Régime, sa pièce sera complètement condamnée. C'est ça qui me fascine. Et Éric Orsena, Beaumarchais, c'est un peu vous ? Pas du tout. Il y a le génie différent. Moi, j'aime. Mais les 1000 vies, c'est un peu mais vous. Attendez, mais bien sûr, mais j'adore vivre. Vraiment, la vie, c'est un cadeau inouï. Donc, quand je vais dans les classes, qui m'arrive tout le temps, vous savez, récemment, je disais ce que j'avais coutume de dire jusqu'à présent, que j'étais un prof. Et alors, les jeunes, là, en CM2, ils m'ont dit, mais pas du tout, t'es un élève, t'es comme nous. Un élève partant. Et je leur dis, évidemment, il y a beaucoup de vie dans l'existence. Alors, vous êtes académicien. Je voudrais qu'on parle de l'écrivain Beaumarchais. Qu'avez-vous appris de lui ? Alors, j'ai appris une extraordinaire précision de la phrase, que j'avais un peu connue par ailleurs, mais c'est quand même très, 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 très impressionnant. Il se trouve que pendant 22 ans, j'étais conseiller d'État. Et donc, il y a des mémoires juridiques de Beaumarchais qui sont des modèles absolus. Parce que c'est à la fois concret, c'est extraordinairement précis, et en même temps évocateur. Et il a des trouvailles incroyables. À la cinquantaine largement dépassée, il devient fou d'une jeune Amélie, qui a 25 ans, et donc elle le rend chèvre et tout ça. Il a cette phrase magnifique qui concerne tous les gens d'un certain âge qui continuent à regarder les filles passer. Et il dit, ayant passé l'âge de plaire, je dois fuir le malheur d'aimer. C'est ça la langue française. Alors évidemment, on ne suit pas ce précepte, mais quelle merveille. Vous savez, l'élégance, c'est la précision. Et puis c'est une force de travail ? Une volonté ? Non, mais évidemment, mais écoutez, je ne sais plus qui disait, mais c'est clair. D'abord, il y a l'amour. Et ensuite, il y a le travail ? Ensuite, il y a le travail, et après, il n'y a plus rien du tout. Il y a cette citation... Je hais ce qu'on appelle les loisirs. Et ce qui va avec les loisirs, c'est on va s'éclater.
mais s'éclater. Ça veut dire quoi? L'amour et le travail. C'est vraiment, vous voyez, c'est pas mal quand même pour RCF. Alors, L'amour et le travail. C'est quand même, je suis en pleine morale ici. alors on continue. Il y a Oui. cette citation du Barbier de Séville, bannissons le chagrin, il nous consume. Ça aussi, ça pourrait être votre devise? Ben évidemment, évidemment. À quoi sert le chagrin? À quoi sert le chagrin? On relance, voilà, on recycle. Vous savez, la chance immense quand on écrit, quand on fait la radio, quand on fait du piano, quand on fait tout ça, etc., c'est qu'on recycle. La vie, elle est recyclage. Il n'y a pas de déchets dans la vie. Donc une tristesse, ça doit être une matière première pour faire autre chose. Vous savez, j'imite, moi de plus en plus, je connais un peu de biologie quand même, parce que je suis au fauteuil de Pasteur à l'Académie française, c'est un immense honneur, j'ai travaillé énormément la biologie, et donc je prends exemple sur la vie. Bah, dans la vie, il n'y a pas de déchets. Vous êtes sur RCF, et Oui. la devise de RCF, c'est la joie se partage. Ça Oui. vous parle? Bah, totalement, c'est exactement, voilà, donc c'est pour ça que je suis stagiaire chez vous, parce que là je suis invité, mais de fait, les auditeurs ne savent pas que je travaille sans arrêt à RCF, en tant que stagiaire, et très peu coûteux d'ailleurs. D'accord. Bon, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, Éric Orsena, nouveau stagiaire de la matinale. Votre livre s'appelle Beaumarchais, un aventurier de la liberté, et c'est publié chez Stock. Merci beaucoup. Et écoutez Mozart aussi. Écoutez Mozart aussi.